Sous la voûte humide d'une grotte, quelque chose respire encore. Un écho léger, presque imperceptible, se glisse entre les pierres. Et si tu tends l'oreille, peut-être l'entendras-tu, ce murmure venu d'un autre âge. Avant que notre exploration ne commence, je t'invite doucement à laisser un j'aime à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos évasions nocturnes à travers le temps. Maintenant, respire profondément, ferme les yeux et laisse la nuit se refermer autour de toi. Le souffle des torches vacille contre les parois. L'air saturé d'humidité colle à la peau et au silence. Dans la pénombre, des silhouettes s'affairent, lentes et concentrées. Chaque pas résonne sur la pierre. Chaque outil gratte la terre avec précaution. Nous sommes en 2003, dans la grotte de Liangboa, sur l'île indonésienne de Flores. Les archéologues travaillent depuis des jours, à la recherche de traces anciennes. Le sol ici garde mémoire de milliers d'années. Ils n'attendent rien de plus qu'un fragment d'os, un outil, un éclat de silex. Mais parfois, la terre choisit son moment pour révéler ses secrets. Sous leurs mains, un contour apparaît. D'abord infime, puis de plus en plus net. Un crâne, rond, fragile, presque enfantin. Autour, un squelette minuscule se dessine, entier, reposant dans son lit de poussière ocre. La lampe d'un chercheur tremble. L'ombre du petit corps glisse sur la paroi. Un silence épais s'installe. On dirait un enfant, pense l'un. Ou peut-être une femme, malade, difforme. Les hypothèses flottent, mais aucune ne s'ancre. Car quelque chose, dans la forme du crâne, dans la courbe des os, ne correspond à rien de connu. Les bras sont longs, les pieds étrangement larges, les proportions défient les habitudes de l'œil humain. Et pourtant, tout respire l'humanité. À côté du squelette, quelques outils, des pierres taillées, soigneusement façonnées, des traces de feu noircies par le temps. Ces mains si petites avaient su manier la matière, apprivoiser la flamme, survivre dans un monde sauvage. Les jours passent, les analyses commencent, et plus les chercheurs observent, plus la stupeur grandit. Le crâne est trop petit pour appartenir à Homo sapiens. Le cerveau à peine plus gros que celui d'un chimpanzé. Et pourtant, la preuve était là. Ces êtres fabriquaient des outils complexes, chassaient, cuisaient leur nourriture. Alors, la première conclusion tombe, puis vacille. Non, ce n'est pas l'un enfant. Ce n'est pas un nous différent. C'est un autre. Une espèce humaine oubliée, qui a vécu ici, isolée du reste du monde. Un fragment d'humanité qui a pris un autre chemin dans la grande histoire de la vie. Ils l'appelleront Homo florescensis. Mais avant les noms, avant les articles et les conférences, il n'y eut qu'un instant, un moment suspendu dans la grotte, entre le souffle des torches et le bruit des gouttes d'eau. Celui où le passé a murmuré au présent « Tu n'es pas seul ». Dehors, la jungle respire. Le vent traverse les feuillages comme pour effacer le temps, et sous la terre encore tiède de la lampe des archéologues, un secret millénaire vient de renaître. Petite par la taille, immense par le mystère, une autre humanité vient de sortir de l'ombre, et le monde, sans le savoir encore, ne sera plus tout à fait le même. L'air est lourd, saturé d'humidité. Dans la jungle de Flores, chaque feuille semble respirer. Les oiseaux crient au loin, la pluie s'installe doucement, fine, régulière. Tout ici paraît vivant, vibrant, ancien. Et quelque part, sous cette végétation luxuriante, reposaient ce qu'on allait bientôt appeler les hobbits de Flores. Les chercheurs observent les os, les mesurent, les comparent. Le squelette, presque complet, ne laisse place à aucun doute. Il ne s'agit pas d'un enfant. À peine 1 mètre de haut, des bras longs, des jambes courtes, des pieds étonnamment larges. Le crâne, minuscule,
abrite un cerveau plus petit que celui d'un chimpanzé. Pourtant, les proportions sont harmonieuses, pensées pour le mouvement, l'équilibre, la vie. On devine un être agile, endurant, capable de se faufiler entre les troncs, de grimper, de chasser. Son visage, reconstruit peu à peu, prend forme sous les doigts des scientifiques. Les pommettes hautes, le nez court, le front fuyant. Mais un regard qu'on imagine doux, curieux, attentif. Rien d'animal dans ses traits, rien de monstrueux. Seulement une autre expression de ce que nous sommes. Une autre version du mot « humain ». Et les chercheurs le baptisent Homo floresiensis, l'homme de Florès. Une espèce à part, née sur cette île coupée du monde depuis des millénaires. Une humanité miniature, fruit du temps et de l'isolement. Leur taille réduite n'est pas une faiblesse, mais une adaptation. Ici, tout est plus petit, plus économe, plus discret. Les éléphants sont devenus nains, les dragons de Komodo ont prospéré, et les humains, eux, ont appris à survivre autrement. Sous la canopée, la vie s'organisait selon d'autres lois. Le soleil perçait à peine les feuilles épaisses, les pluies nourrissaient une forêt dense, presque impénétrable. Dans ce monde réduit, l'Homo floresiensis vivait à son rythme, loin des grands continents, loin des guerres et des conquêtes à venir. Leur force résidait dans la simplicité, dans la maîtrise silencieuse des gestes essentiels. Les archéologues trouvent autour des ossements des outils façonnés avec soin. Éclats de pierre, pointes, lames rudimentaires mais efficaces. La preuve qu'ils savaient concevoir, prévoir, façonner. Dans leurs mains, les mêmes gestes que les nôtres. Tailler pour survivre. Allumer un feu pour ne pas trembler dans la nuit. Partager la chaleur, la lumière, peut-être même les histoires. On les imagine au crépuscule, assis près d'un feu vacillant, la peau humide de pluie, les visages éclairés par les flammes. Leurs voix se perdent dans la jungle, étouffées par le bruit du vent et des insectes. Et pourtant, dans cette obscurité, quelque chose d'immense prend forme. La conscience d'exister, la mémoire d'être ensemble. Ces petits êtres, perdus sur une île du bout du monde, portaient déjà en eux le poids et la beauté du vivant. Leur monde était réduit, mais leur mystère infini. Ils étaient la preuve que l'intelligence ne se mesure pas à la taille, que la pensée peut se loger dans les plus modestes des crânes. Les scientifiques, fascinés, observent chaque détail avec émerveillement. Plus ils les étudient, plus ils se rendent compte que ces hobbits défient les certitudes. Ils rappellent que l'évolution n'est pas une ligne droite, mais une forêt de chemins qui se croisent, se séparent, s'éteignent. Et quand sur un de ces sentiers, loin de nous, d'autres ont appris à vivre, à rêver peut-être, dans la lenteur et la lumière tremblée d'un feu primitif. Petits par la taille, immenses par le mystère. Ils se tiennent à la frontière entre la science et la légende, entre ce que nous savons et ce que nous pressentons. Et quand la pluie retombe sur la terre rouge de Florès, on dirait que le sol tout entier se souvient encore de leur passage. Ces pas légers, perdus dans la boue du temps, ces regards levés vers la lune, ces vies minuscules qui, sans un mot, racontent l'immensité de l'humanité. Sous un ciel traversé de brumes, l'île s'étend, solitaire, au cœur de l'océan Indien. Les vagues viennent s'écraser contre les falaises sombres, puis se retirent dans un long souffle, comme si la mer elle-même hésitait à troubler le silence de Florès. L'air porte l'odeur du sel, des pierres chaudes et des forêts humides où la vie s'est inventée seule. Ici, tout semble réduit, resserré, presque miniature. Un monde à part, comme s'il avait été sculpté à l'écart du reste du globe. Les montagnes volcaniques s'élèvent lentement dans les nuages. Les rivières serpentent à travers les vallées profondes. Et la jungle recouvre tout d'un vert épais.
C'est une île isolée, un fragment oublié du monde. Un espace où les règles de la nature se sont réécrites à voix basse. Sur Florès, les géants et les mains partagent la même terre. Des éléphants miniatures, hauts comme des veaux, se déplacent dans les sous-bois, lents et silencieux. Des varans géants, les ancêtres du dragon de Komodo, rôdent dans les clairières, lourds, patientant sous le soleil. Les oiseaux, eux, sont massifs, incapables de voler, survivant d'un équilibre que le reste du monde a perdu. Dans cette nature condensée, chaque créature porte l'empreinte du lieu, l'adaptation. Les scientifiques l'appellent le nanisme insulaire. Lorsque la nourriture manque, que les prédateurs se font rares et que les frontières sont infranchissables, la vie apprend à se faire plus petite, plus légère, plus sobre. Les corps se transforment. Les générations s'ajustent à la lenteur des saisons et aux caprices de la mer. Ce que nous voyons ici n'est pas une anomalie, mais une sagesse biologique, la façon qu'a la nature de durer quand tout se réduit. Et parmi ces créatures, une autre forme de vie s'est adaptée à ce monde resserré. Un humain minuscule, fragile en apparence, mais taillé pour survivre à l'essentiel. L'Homo floresiensis, fruit de cet équilibre étanche entre contrainte et harmonie. Sa petite taille n'est pas une faiblesse, mais la réponse juste à la mesure de l'île. Son feu n'éclaire pas une cité, mais un camp. Son savoir ne bâtit pas d'empire, mais préserve la vie d'un jour à l'autre. On imagine ces petits êtres se faufilant dans la jungle, les pieds nus sur la terre humide, les sens tendus à l'extrême. Ils connaissent chaque cri d'oiseau, chaque parfum de mousse, chaque changement d'humeur du vent. Ils vivent au rythme des pluies, des marées, des saisons de fruits. Leur monde n'a ni frontière ni horizon, seulement la forêt et le feu, la pluie et la pierre. Ici, tout se mêle, le fragile et le puissant, le minuscule et l'immense. Les volcans grandissent au loin, rappelant la force brute qui sommeille sous les racines. Et pourtant, dans ce chaos, une forme d'équilibre s'est installée, patiente, millénaire. Rien ne dépasse, rien ne domine. Tout s'ajuste. L'Homo florensis est né de ce pacte silencieux entre la vie et la limite. Son existence est une leçon d'humilité. On peut être petit, et pourtant parfaitement accordé au monde. Dans sa taille se cache une sagesse que nous avons oubliée, celle de ne pas vouloir plus que ce que la terre offre, de ne pas étendre sa main au-delà du nécessaire. Le vent se lève, portant avec lui la chaleur d'un volcan endormi. Les cris des animaux résonnent dans la vallée, comme un cor ancien. Et au-dessus des cimes, les nuages s'accrochent aux pentes, lourds de pluie et de temps. Sur cette île, le temps n'obéissait plus aux mêmes lois. Il s'étirait, circulait, se repliait sur lui-même comme les vagues autour du rivage. Rien ne pressait. Rien ne changeait vite. Tout simplement, la vie persistait. Patiente. Minuscule. Immense. La nuit tombe sur la jungle, lente et profonde. Le vent s'essouffle, les oiseaux se taisent, et dans le noir naissant, une lueur se met à danser. Le feu crépite, minuscule au cœur de l'obscurité. Autour de lui, quelques silhouettes se dessinent, accroupies, immobiles, leur visage effleuré par la lumière tremblante. Les hobbits de Florès veillent. Leur feu n'est pas grand, pas éclatant. C'est une flamme fragile, entretenue avec soin, née d'un geste précis. Ils la nourrissent de brindilles sèches, la protègent du vent, la regardent vivre. Ce feu, pour eux, n'est pas seulement chaleur, il est repère. Un centre autour duquel la nuit devient moins hostile, le monde moins vaste. À la lueur des braises, on devine leurs mains, fines, mais habiles. Elles tiennent des éclats de pierre,
taille, police, façonne. Chaque geste est mesuré, répété, appris. Ils ne créent pas au hasard. Ils savent ce qu'ils font. Les outils qu'ils fabriquent trahissent une forme d'intelligence patiente. Angle précis, forme adaptée, usage réfléchi. De ces mains si petites naissent les preuves d'une pensée, d'une intention. Ils chassent ensemble, se partagent les tâches. L'un guette, l'autre frappe, un troisième ramasse. Dans cette coordination simple réside quelque chose d'immense. La coopération, le lien, le partage d'un but. La survie n'est pas seulement instinct, elle devient organisation. Chaque mouvement parle pour eux, chaque regard transmet un message. Et dans ces échanges silencieux, une première forme de langage se devine. Leur cerveau, pourtant minuscule, abrite des gestes d'une complexité insoupçonnée. Il contient la mémoire du feu, la manière de tailler la pierre, l'habitude des chemins. Les scientifiques, bien plus tard, seront troublés par ce paradoxe. Comment une si petite tête pouvait-elle contenir une si grande intelligence ? Peut-être faut-il comprendre que la pensée n'est pas une question de volume, mais d'élan. Celui du vivant qui s'adapte, invente, imagine. Et dans cette nuit primitive, au bord du feu, un autre mystère s'esquisse. Quand le silence se fait plus profond, quand la chasse est finie et la faim apaisée, que se disent-ils ? Peut-être qu'ils ne parlent pas comme nous, peut-être que leurs mots ne sont que des sons, des souffles, des gestes, mais dans leur regard, dans leur rire rauque, il y a déjà le reflet d'une pensée partagée, une émotion commune, une manière de dire « je suis là, tu es là, nous sommes ensemble ». Et s'ils racontaient eux aussi des histoires autour du feu, des histoires simples, faites d'ombre et de lumière, de bruit et de souvenirs, des récits de chasse, de pluie, de peur, de rêve. Le feu, miroir du ciel, devenait alors le premier théâtre de l'humanité. La flamme tremblait, et leur visage prenait vie dans ses reflets. Peut-être qu'à cet instant, sans le savoir, ils inventaient la mémoire. Le feu attire, rassemble, apaise. Il relie les vivants, chasse l'invisible. Et dans ce cercle rougeoyant, quelque chose se met en place. La conscience. Ils ne sont plus seulement des êtres qui survivent. Ils deviennent ceux qui observent, qui se souviennent, qui imaginent. La pensée s'esquisse, fragile, vacillante comme une étincelle, mais déjà humaine. Le feu continue de crépiter. Les braises s'amenuisent. Bientôt la nuit reprendra tout. Mais dans l'obscurité, une trace demeure. Une lumière qui ne s'éteindra pas. Celle qui relie toutes les humanités depuis la grotte de Florès jusqu'à nos foyers d'aujourd'hui. Le besoin de se rassembler, de comprendre, de raconter. Et quelque part, dans la mémoire du monde, la flamme de ces petits êtres brûle encore, discrète, ancienne, éternelle. Le vent se lève sur les collines de Florès. Il glisse entre les arbres, soulève les feuilles humides, puis s'éloigne vers la mer. Sous la canopée, le monde semble inchangé. Les mêmes pluies, les mêmes éclats d'oiseaux, les mêmes rivières patientes. Mais quelque chose approche. Une présence nouvelle, invisible encore, mais déjà pressentie. 50 000 ans avant notre ère, les Homo sapiens quittent l'Afrique, traversent les continents, franchissent les mers. Ils avancent, portés par un feu intérieur que nul autre avant eux ne possédait. Ils inventent, ils s'adaptent, ils conquièrent. Et dans leur marche sans retour, ils atteignent l'Asie du Sud-Est, un archipel de forêts et de volcans, d'îles isolées, comme des mondes suspendus. Sur l'une d'elles, Florès, vivent encore les hobbits, de petits êtres aux gestes habiles, qui connaissent chaque pierre, chaque cri d'oiseau,
Ils vivent à leur rythme, hors du temps des grands peuples. Et puis, un jour, peut-être, ils lèvent les yeux et voient venir les autres. On ne saura jamais comment s'est passée la rencontre. Peut-être dans le silence, deux humanités qui s'observent, se mesurent, s'interrogent. Les uns grands, étranges, vêtus, porteurs d'armes et de feu. Les autres petits, discrets, à demi cachés dans les ombres de la forêt. Un instant suspendu, comme un battement d'ailes entre deux mondes. Peut-être qu'ils ont essayé de communiquer, des gestes, des offrandes, une curiosité partagée. Après tout, les hobbits savaient manier le feu, tailler la pierre, chasser en groupe. Ils n'étaient pas si différents. Leurs regards, leurs mains, leurs craintes, tout cela devait résonner d'un écho familier. Deux humanités se rencontrant au seuil de l'histoire. Mais peut-être aussi qu'ils ne se sont jamais compris. Les Homo sapiens venaient d'ailleurs, porteurs d'un monde neuf, d'une soif insatiable d'expansion. Ils chassaient, occupaient, remodelaient les territoires à leur image. Et partout où ils passaient, d'autres s'éteignaient. Les Néandertaliens, les Dénisoviens, et peut-être ici, les Hobbits de Florès. Les traces se brouillent. Aucune bataille, aucun massacre, seulement un silence qui s'installe peu à peu, une disparition douce, comme une flamme qui s'éteint sans qu'on la souffle. Les archéologues cherchent, fouillent, espèrent un signe, un croisement, un métissage. Mais tout ce qu'ils trouvent, c'est l'absence, le vide, après le passage de l'homme moderne. Peut-être que les sapiens n'ont pas eu besoin de les combattre, peut-être que leur seule présence suffisait à bouleverser l'équilibre fragile de l'île. Leur feu plus puissant, leurs outils plus efficaces, leur nombre croissant. Et l'espace s'est rétréci. Les hobbits ont reculé, encore et encore, jusqu'à disparaître. Dans le grand livre du vivant, cette page se tourne sans bruit. Mais elle dit beaucoup. Elle dit que le plus dangereux n'est pas toujours celui qu'on croit. Les hobbits, fragiles et minuscules, n'étaient pas une menace. C'est l'autre espèce, celle de nous, qui portait en elle une force redoutable, celle de transformer le monde, jusqu'à en effacer ceux qui le partageaient. Le vent revient, doux, comme pour effacer les traces des pas. Les forêts reprennent leur souffle, les pierres se referment sur leurs secrets. Il ne reste rien, sinon l'écho de cette rencontre impossible. Un instant perdu où deux humanités ont peut-être échangé un regard avant que l'une de s'éteigne et que l'autre ne s'impose. Et dans ce regard oublié, il y avait peut-être une dernière question. Qui des deux, vraiment, était le plus humain ? Le feu brûle encore, quelque part, dans les profondeurs de la grotte. Une flamme hésitante, fragile, qui lutte contre le souffle humide de la nuit. Autour d'elle, le silence s'est épaissi. Plus de pas, plus de voix. Seulement le crépitement doux des braises et le murmure du vent qui glisse sur la pierre. C'est ici, à Liang-Bois, que tout s'achève. Les hobbits ont vécu longtemps dans cette île, à l'abri des tempêtes du monde. Ils ont chassé, taillé la pierre, veillé leur feu dans la nuit. Ils ont traversé les siècles sans bruit, porteurs d'une sagesse ancienne, simple et silencieuse. Mais peu à peu, leur monde s'est rétréci. Les rivières ont changé de cours, la jungle a avancé, les bêtes ont disparu, et peut-être aussi quelque chose d'invisible s'est levé contre eux, la présence d'autres hommes. Le feu faiblit. Ses reflets dansent sur les parois de la grotte, éclairant des empreintes, des outils, quelques ossements oubliés. Tout ce qui reste d'une humanité entière tient désormais dans ce cercle de lumière. Les gestes se sont arrêtés,
Les voix se sont tues. Ceux qui restaient ont attendu, espéré, veillé encore un peu avant que la dernière flamme ne s'éteigne. Alors, la nuit a repris sa place. Une nuit épaisse, sans rire, sans murmure, sans feu. Les pierres ont refroidi, la poussière s'est déposée. Le temps, lui, a continué sa marche, lentement, patiemment, jusqu'à tout recouvrir. L'île de Florès est redevenue sauvage, offerte aux varans et aux oiseaux. Le vent, libre à nouveau, a effacé les traces, les sentiers, les signes de leur passage. Des millénaires plus tard, quand les archéologues ont rouvert la grotte, le silence était total. Sous leurs torches, les ombres semblaient retenir leur souffle. Dans la terre, ils ont trouvé ce qui restait d'un corps, petit, délicat, presque intact, et autour des pierres taillées, un feu ancien, la mémoire fossilisée d'un geste humain. Tout était là, figé dans le temps, comme si le dernier souffle venait à peine de s'éteindre. Ces os racontaient une histoire sans mots, celle d'une humanité oubliée, d'un peuple sans descendants, sans légende. Leur disparition n'a pas laissé de guerre ni de ruines, seulement une absence, une place vide dans la grande fresque du vivant. Et pourtant, dans cette absence, il y a quelque chose de profondément émouvant, une beauté silencieuse. Comme si ces êtres, dans leur effacement même, nous rappelaient la fragilité de toute existence. Car tout ce que nous sommes, nos feux, nos langues, nos empires, finira un jour de la même manière. Le vent soufflera, les pierres s'effriteront, et nos traces deviendront poussière. Mais peut-être que, comme eux, quelque chose de nous persistera. Une empreinte, une idée, une flamme encore tiède sous la cendre. Ce dernier feu, celui de Liang Bois, n'était pas seulement la fin d'une espèce. Il était aussi le témoin d'un passage, le moment où le monde a cessé d'être partagé entre plusieurs humanités. À partir de là, il n'en resta qu'une, la nôtre. Et dans ce silence retrouvé, un écho s'est glissé dans le vent. Parfois, quand la jungle s'endort et que les feuilles frémissent doucement, on croit l'entendre encore, un murmure ancien, léger, insaisissable. Comme un nom qu'on aurait oublié, mais que la terre, elle, se souvient encore. Le vent passe, caresse les arbres, puis disparaît dans la nuit. Et au creux de la grotte, là où tout s'est éteint, le monde garde en secret le souvenir du dernier feu, celui des petits êtres de Florès, ceux dont le souffle s'est perdu, mais dont le silence, lui, n'a jamais cessé de parler. Sous la peau, il y a des ombres. Elles ne se voient pas, ne s'entendent pas. Elles dorment dans le silence du sang, dans les plis invisibles de notre mémoire. Ce sont des présences anciennes, des traces d'autres humanités, des voix qui ne parlent plus, mais qui continuent à vivre en nous. Depuis des millénaires, nous nous croyons seuls, les derniers, les aboutis, les héritiers du monde. Mais il suffit de regarder de plus près, au fond de nos cellules, dans le secret de notre ADN, pour comprendre que nous sommes bien plus nombreux que nous ne l'imaginons. Car dans nos gènes se mêlent ceux des Néandertaliens, des Dénisoviens, et peut-être même, qui sait, l'écho très lointain d'autres encore, oubliés depuis trop longtemps. Chaque battement de cœur est une résonance du passé. Chaque instinct, chaque peur, chaque rêve porte la trace de ce que d'autres ont vécu avant nous. Leur endurance, leur curiosité, leur tendresse, leur lutte pour survivre, tout cela coule dans nos veines. Nous sommes faits de tous ceux qui ont disparu avant nous. Quand nous respirons, c'est leur souffle qui revient. Quand nous marchons, c'est leur élan qui nous pousse. Nous portons leur regard dans le nôtre, leurs gestes dans nos mains,
leur silence dans nos pensées. Ils sont là, tapis dans l'ombre chaude de notre chair, comme des ancêtres qui ne demandent rien, sinon d'être reconnus. Peut-être que c'est cela le grand secret de notre espèce. Nous ne sommes pas seuls. Jamais. Nous sommes une somme, une mémoire collective faite de fragments humains disparates, un héritage tissé d'absence et de présence mêlées. Et quand nous cherchons à comprendre qui nous sommes, c'est toujours à eux que nous revenons, sans le savoir. Il y a dans la violence de Sapiens quelque chose d'étrangement humain. Une peur, celle de ne plus être unique, de perdre sa place dans le grand récit du vivant. Alors, peut-être, pour se rassurer, il a fallu effacer les autres, les hobbits, les néandertaliens, les Denisouviens, tous ces miroirs où l'homme moderne voyait une version différente de lui-même et qu'il n'a pas su regarder sans trembler. Mais cette peur n'a jamais vraiment disparu. Elle vit encore, discrète, dans notre besoin de dominer, de prouver, d'exister plus fort que tout, comme si nous cherchions sans cesse à justifier notre présence sur cette terre, à faire taire les fantômes de ceux que nous avons remplacés. Pourtant, à mesure que la science avance, à mesure que nous fouillons le passé, ces voix remontent lentement à la surface. Elles ne réclament pas vengeance, seulement mémoire. Elles nous rappellent que notre force ne vient pas de la solitude, mais de la continuité, que chaque humanité disparue a ajouté une nuance au visage de la nôtre. Alors quand nous regardons le feu, celui qui nous réunit encore, celui qui brûlait déjà dans les grottes de Florès, peut-être devrions-nous y voir autre chose qu'un simple héritage. Un fil. Une lumière qui n'a jamais cessé de passer de main en main, de souffle en souffle, depuis la nuit des temps. Sous la peau, il y a des ombres. Elles ne nous effraient plus. Elles nous accompagnent. Elles murmurent que rien ne meurt vraiment, que tout se transforme, et que nous sommes, à chaque instant, les porteurs d'un feu beaucoup plus ancien que nous. Et si l'on tend l'oreille, très doucement, on peut presque les entendre, ces voix invisibles, ces présences sous la peau, nous rappeler dans un souffle « Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été ». Le vent souffle à travers les arbres, lent, régulier, presque grave. Il semble porter une question ancienne, une question que personne n'a vraiment su formuler. Pourquoi les appeler dangereux? Ces êtres minuscules, ces humains de poche perdus sur une île du bout du monde, que pouvaient-ils menacer, sinon notre idée de nous-mêmes? Ils ne tuaient pas, ils ne conquéraient pas, ils ne bâtissaient pas d'empire, ne gravaient pas leur nom dans la pierre. Leur monde était fait de feu, de pierre, de pluie. Ils vivaient simplement, et cela suffisait peut-être à troubler quelque chose en nous. Car en eux, tout était familier. Leurs mains, leur feu, leurs outils, leurs regards. Ils faisaient ce que nous faisions, mais autrement, à leur échelle, avec leur lenteur, leur silence, leur façon de ne pas vouloir dominer. Et dans ce reflet réduit, cette miniature d'humanité, il y avait un vertige, celui de comprendre que nous n'étions pas uniques. Peut-être que le danger n'était pas dans leurs gestes, mais dans ce qu'ils représentaient. Ils étaient la preuve vivante que notre espèce n'était qu'une branche parmi d'autres, une possibilité parmi mille, qu'avant nous, d'autres avaient su penser, créer, survivre, et que peut-être, sans eux, nous ne serions pas là. Mais Sapiens, lui, ne supporte pas les miroirs. Il avance en effaçant ses reflets. Chaque fois qu'il rencontre un autre visage humain, un visage presque semblable à celui-ci, il cherche à le faire taire, non par cruauté, mais par peur. La peur de ne plus savoir où commence et où finit le mot humain. C'est une peur ancienne, tapie sous la peau, transmise avec le feu et le langage, celle de perdre sa place dans le grand récit du vivant. Alors nous avons préféré l'oubli, nous avons laissé les hobbits s'éteindre, comme nous avions laissé disparaître les néandertaliens, les Denisoviens, tous ceux qui auraient pu nous rappeler que nous n'étions pas seuls. Et dans cet effacement, quelque chose de nous s'est affirmé, et s'est perdu à la fois. Aujourd'hui encore,
Quand nous découvrons leurs os dans la terre, un trouble demeure. Leurs visages nous regardent, sans accusation, sans rancune. Mais dans leurs orbites vides, il y a une question silencieuse. Qu'avons-nous fait du privilège d'être restés, nous, les derniers humains, les seuls à raconter encore l'histoire? Peut-être qu'au fond, ce qui rend une espèce dangereuse, ce n'est pas sa force ni son intelligence, c'est sa capacité à douter des autres, à les effacer pour se convaincre qu'elle est unique. Le danger naît du regard, pas de la main, de cette conviction tranquille que le monde nous appartient, que tout ce qui nous ressemble un peu trop doit disparaître pour que nous restions le centre. Et si le miroir du danger, c'était celui que nous tendait Florès, un miroir minuscule, posé au cœur de la jungle, dans lequel nous avons entrevu notre propre image, réduite, fragile, imparfaite, et que nous avons brisée, parce qu'elle nous ressemblait trop. Le vent s'apaise. La tension retombe comme après un aveu. Il ne reste plus que cette phrase suspendue dans la nuit. L'espèce humaine la plus dangereuse n'est pas celle qui tue. C'est celle qui fait douter les autres de leur humanité. Et dans ce doute, dans ce silence revenu, c'est peut-être notre propre danger que nous continuons d'entendre souffler. La nuit s'étire lentement sur l'île. La jungle s'endort, couverte d'un voile de brume et de murmures. Les insectes rythment l'obscurité d'un battement régulier, comme une respiration ancienne. Tout semble paisible, immobile. Et pourtant, sous la terre, quelque chose veille encore. Au creux d'une grotte, là où l'humidité perle sur les parois, reposent les os d'un autre temps, petits, fragiles, presque oubliés. Ils ne disent rien, mais la pierre se souvient pour eux. Chaque fissure, chaque grain de poussière garde la trace d'un feu, d'un souffle, d'un pas. C'est ici que tout s'est arrêté, et que tout continue autrement. La lune glisse lentement au-dessus des arbres. Elle éclaire la clairière où le feu brûlait autrefois. Ses rayons caressent les ossements comme s'ils voulaient les réchauffer un dernier instant. Et dans cette lumière froide, on croirait voir bouger quelque chose. Une ombre, minuscule, un éclat de vie entre les pierres. Peut-être qu'ils ne sont jamais vraiment partis, peut-être qu'ils marchent encore, discrets, entre les rêves et la mémoire. Pas dans la chair, mais dans cette part de nous qui regarde la nuit avec curiosité, avec tendresse, dans ce geste instinctif qui nous pousse à rallumer le feu même quand on n'a plus froid, dans cette envie de raconter encore et encore les histoires de ceux qui ne peuvent plus parler. Car les hobbits de Florès, ces petits humains des origines, ne sont pas seulement des fossiles, ils sont un souvenir du possible, un rappel que la grandeur n'a jamais dépendu de la taille, ni du pouvoir, ni de la conquête. Ils ont vécu sans conquérir, aimé sans dominer, disparu sans bruit, et peut-être, quelque part dans nos rêves, une étincelle d'eux subsiste encore. Quand nos yeux se ferment, quand le monde s'efface et que tout devient flou, il arrive qu'un feu se rallume derrière nos paupières, un feu sans bois ni étincelle, mais fait de mémoire et de poussière d'étoiles. Et dans cette lumière intérieure, il se pourrait qu'un petit être s'approche, silencieux, curieux, humain. Il tend la main vers la flamme, comme autrefois. La chaleur l'effleure. Son visage se dissout dans la lumière, et au moment où le feu s'éteint, quelque chose en nous se souvient. Car chaque extinction laisse une trace. Chaque fois qu'un feu s'éteint, une braise reste, tapie au fond de la nuit. Une braise que le vent du temps ne parvient jamais tout à fait à éteindre. C'est peut-être cela la vraie mémoire de l'humanité. Une succession de petites flammes, chacune allumée par un être qui, un jour, a regardé le monde avec étonnement. Le vent se calme. La jungle s'endort pour de bon. Ne reste que la lueur douce de la lune,
et ce feu, qui, dans nos pensées, continue de brûler.